Bonjour à toutes et à tous. Dans le tempo, Club Sport en France vous ouvre ses portes. Comme chaque semaine, nous allons mettre en lumière l'une des fédérations du mouvement olympique. Et aujourd'hui, comme pour se donner de l'élan avant un été qu'on espère tous évidemment rimer avec déconfiné, on va parler du sport boule. Le sport boule est sommaire de cette émission numéro 27, une discipline qui ne se cantonne plus depuis longtemps d'une pratique dans ses fiefs historiques avec 50 000 licenciés. La FFSB travaille son image avec la même force que les résultats de son élite claque. On évoquera ce développement avec son président notamment. Une lutte qui passe aussi par la déconstruction de certains préjugés. Définitivement, la boule, c'est un sport. Coup de projecteur sur sa pratique de haut niveau avec Jennifer Gomez, notamment médaillée européenne. On parlera aussi de la place de la France sur l'échiquier international. Une émission évidemment réalisée grâce aux moyens techniques de François Caudal dans des conditions un petit peu particulières puisque physiquement autour de moi, vous le voyez, ce plateau est évidemment vide, mais grâce aux moyens technologiques qui sont pas toujours fiables mais quand même grandement. Nous serons surtout à Villeurbanne aujourd'hui dans la banlieue lyonnaise avec les équipes de la FFSB et notamment donc Jennifer Gomez qui nous fait l'honneur d'être avec nous depuis le siège de la fédération. Bonjour Jennifer. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Bon, super. Et à votre gauche, à quelques mètres de vous, distanciation sociale oblige, le DTN, le directeur technique national de la fédération, Jacques Farès, est avec nous également. Bonjour Jacques. Bonjour. Merci tous les deux d'avoir répondu à notre invitation pour cette première partie. Le président vous succédera, Jennifer, juste après pour parler un petit peu de la fédération. Avant cela, question rituelle, comment allez-vous? Comment se passe un petit peu ce déconfinement? Jennifer, le sport, la pratique, un petit peu, elle a repris? Eh bien, pas pour l'instant. Là, je vais travailler un petit peu avant et je vais bientôt reprendre là, progressivement parce que dans le Rhône, on ne peut pas pratiquer encore. Donc au boule, je vais y aller un petit peu petit à petit, je vais faire. Donc là, c'est votre master qui prend le dessus, hein. Je crois que vous êtes en pleine étude. Oui, là, je viens de finir, mais oui, en septembre, on va devoir recommencer. Donc oui, ça va être études et boule en même temps. Bon, et Jacques, votre rôle en ce moment, c'est justement de faire respecter ces consignes auprès de l'élite, c'est ça? À faire respecter, disons qu'on a essayé de se caler sur les préconisations sanitaires de l'État, du ministère des Sports ensuite, pour faire en sorte que notre activité, comme tous les sports d'ailleurs, reprenne petit à petit, pas à pas, dans le respect des règles sanitaires, parce qu'on est quand même dans une situation où être en forme, c'est d'abord rester en bonne santé. Oui, exactement. Ça passe par les bases, effectivement. La santé d'abord, comme l'on dit à la nouvelle année, et qui a trouvé un prolongement tout à fait logique aujourd'hui. Jennifer, je vois que vous avez quelques objets derrière vous. On va donc en profiter pour lancer la première rubrique de cette émission, le fameux objet du désir. Alors oui, c'est vrai que dans cette émission, on va essayer de déconstruire certains préjugés, parler de cette pratique de haut niveau. Mais avant, initions aussi nos téléspectateurs, si vous le voulez bien, Jacques et Jennifer, à ce qu'est ce sport boule, cette boule lyonnaise. À quoi ressemble-t-elle? Elle a l'air assez grosse déjà et lourde, non? Alors, le mieux, c'est de montrer. Et puis, c'est toujours de montrer par rapport à ce que les gens connaissent. Donc là, je vous montre, je ne sais pas si vous voyez très bien, c'est une boule de pétanque. Bien sûr, parfaitement. Que tous les Français ont dans leur coffre en période de vacances, en espérant qu'ils puissent partir en vacances cette année. Et puis à côté, j'ai une boule de lyonnaise. Alors, je vais essayer de mettre au niveau de la main. Peut-être on va voir. Oui. Voilà. Et donc, effectivement, une boule de pétanque fait aux alentours de 70-75 mm de diamètre. Une boule de lyonnaise entre 90 et 100 mm. Une boule de pétanque pèse 700 grammes. Une boule de lyonnaise pèse 1 kg. Et la deuxième particularité, grosse particularité, c'est qu'une boule de pétanque est creuse et que les boules de lyonnaise sont remplies à l'intérieur pour éviter les rebonds au niveau du tir. Mais là, on rentre un peu dans l'aspect plus technique. D'accord, donc voilà un petit peu la différence en termes de matériel. Parfaitement sphérique également. Sphérique. Et puis dans ma main gauche, j'ai une boule un peu révolutionnaire puisque c'est
un fabricant italien, qui a réussi à mettre des pastilles de couleur au niveau des boules. On peut avoir des pastilles jaunes, là j'ai jaune, rose, grise. Et en fait, au niveau de la télévision, la difficulté, c'est d'identifier les boules des différentes équipes. Et Hmm. ce procédé permet une identification plus facile. Oui, avec le fanion, les couleurs d'un club, par exemple, qui seraient Ouais, représentées sur la boule. par exemple, on pourrait aller, voilà, la couleur des boules, la couleur des maillots. Voilà, il faudra encore progresser techniquement, mais voilà, il y a de la recherche qui est faite, en tout cas, au niveau transalpin, sur ce type de matériel. Jennifer, je me trompe si il y a une nuance aussi sur la circonférence et la taille selon la mensuration de main? C'est ça, oui. C'est tout dépend donc de la grosseur, enfin, de la grandeur de la main. Moi, par exemple, j'ai un diamètre de 94 et un poids qui est très léger, 950 grammes. Donc, bon, les filles, ça, voilà, c'est un peu plus léger que les hommes, mais voilà. Après, j'ai à peu près, moi, une assez grande main, donc je fais du 94, mais il y a des filles qui peuvent avoir du 88 ou voilà. C'est tout dépend de la taille de la main, ouais. Je profite de la perche que vous m'avez tendue, Jacques, avec cette analogie pétanque, pour vous demander la grosse différence déjà quand on regarde, c'est cette notion de mouvement, d'élan qui est complètement différente également de cette fameuse pétanque dont vous parliez tout à l'heure. Tout à fait, la pétanque vient du mot, enfin, piétanquer, on ne va pas refaire l'histoire, mais c'est un jeu qui est statique. Et le sport boule ou la boule lyonnaise est vraiment du jeu en mouvement. Et la deuxième grande différence, elle se passe au niveau du tir, c'est qu'on a un tir avec de l'élan. Eh oui. De l'élan, et contrairement au bowling où on peut tirer à la roulette pour faire tomber des quilles, nous on est obligatoirement avec une trajectoire aérienne de la boule qui donne des difficultés motrices et de coordination qui sont relativement importantes. Et justement, cette notion de mouvement, elle a participé aussi à développer plusieurs disciplines, hein. On ne se contente pas d'une seule discipline, elle met en avant aussi plusieurs qualités et l'esprit collectif aussi du coup. Oui, bah, on peut comparer un petit peu à l'athlétisme, hein, où on a un panel d'épreuves différentes. Nous, Vous on a un pouvez nous les panel détailler également brièvement, d'épreuves. Jacques? Oui, brièvement, bah, on a sur le plan international, on a deux épreuves à dimension mentale un petit peu, qui sont le tir de précision qu'on retrouve aussi à la pétanque, et le combiné, qui est une épreuve individuelle où on alterne le point et le tir. Ensuite, on a deux épreuves à dominante stratégique qui sont le simple et le double, où on pointe, on tire, on fait des choix stratégiques. Et puis on a deux épreuves qui nous identifient vraiment et qui nous différencient vraiment de la pétanque, deux épreuves à dimension physique, qui sont le tir progressif et le tir en relais. Alors en relais, c'est double garçon, double fille ou double mixte. Voilà. Et puis on a une pratique culturelle historique dans notre fédération, qui est le jeu en cadrette, 4 contre 4. Et là, on est vraiment aussi dans une dimension collective. Et l'objectif de notre fédération, eh ben, c'est de faire vivre toutes ces disciplines et tous ces joueurs qui ont des qualités différentes, mais que l'on retrouve dans vraiment toutes les épreuves de notre sport. Ouais, extrêmement télégénique. On a l'occasion de vous feuilletonner le sport boule sur la chaîne Sport en France. On aura l'occasion d'y revenir. Jennifer, dans toutes ces disciplines, quelle est votre préférée? Quelle est laquelle dans la... quelle est celle dans laquelle vous excellez? Je vais y arriver, Jennifer. Eh bien, j'en ai fait une là principalement en ce moment, c'est la précision. Donc là, ça a tendance plus mentale. Donc on a des boules blanches et des boules rouges. Donc le but c'est de taper des boules blanches et non Et les boules d'éviter, rouges. ouais, d'éviter les Voilà, rouges. voilà, comme on voit sur la vidéo. Donc c'est très voilà, il y a beaucoup de facteurs qui doivent être en jeu. Donc le facteur mental, donc la précision, donc voilà, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte et c'est assez compliqué. Je trouve que c'est l'une des épreuves qui est compliquée. Alors justement, qui dit compliqué dit skills, entre guillemets, savoir-faire pour arriver au haut niveau. C'est vrai qu'on ne parle pas que de la pratique loisir. Ici, aujourd'hui, vous en êtes témoin et une illustration. Jennifer, vous qui ambitionnez de devenir prof de PS, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelque sorte comment cette professionnalisation par la préparation physique et aussi mentale intervient à votre niveau de championne de France, de médaillée européenne?
Enfin, avant tout, il y a donc de la prépa physique, donc faut s'entraîner, courir, s'entretenir. Donc bon, moi je suis pas spécialisée sur les courses, mais bon, j'en fais tout de même dans mon club. Mais voilà, il y a la tendance voilà, physique. Après, il y a la tendance technique où là, bah, il faut s'entraîner, répéter. Voilà, le précision, moi je trouve qu'il faut voilà, faut répéter les choses. Faut avoir des placements. Parce qu'il faut se placer selon la boule où elle est. Donc voilà, faut répéter régulièrement et voilà. Après, moi, je m'entraîne 2 fois par semaine. Plus, bah, nous, nos compétitions, c'est sur un week-end complet. Donc voilà, ça prend beaucoup de place Oui. tout au long de la semaine. Endurance physique, endurance mentale. D'ailleurs, la fédération s'est dotée d'un préparateur mental il y a 2 saisons, je crois. Jacques, justement, on parlait du physique. Nous avions, à l'occasion d'un épisode d'Esprit Bleu, notre magazine consacré aux fédérations, été vous voir. Et Brigitte Coste nous parlait justement de cette préparation physique qui a peut-être plus attrait à la préparation du tir progressif, quoique vous allez voir tous les aléas de votre préparation physique, Jennifer. La qualité d'endurance va être liée essentiellement au tir progressif. La capacité de travailler en intermittent va être liée essentiellement au tir en relais. Et la donnée de vitesse va être importante dans les 2 cas, de façon à être capable d'aller chercher une boule de plus ou de rattraper un adversaire qui a une frappe d'avance. Dans leur préparation, pour les épreuves physiques, ils ont toute une base de foncier à faire. Donc le travail foncier, c'est du travail de 50, 55 minutes, voire 1 heure, voire plus, de travail de fond. Donc c'est le footing. C'est aussi du travail en fartlek, donc dans des montées, des descentes, dans du terrain naturel. Après, ils ont un travail sur piste, essentiellement lié à des séries de 400 mètres, de 200 mètres, suivant les périodes de l'année. Et il faut aussi qu'ils fassent de la vitesse pure, pour être capable, à un moment donné, de pousser une accélération sans trop se désarticuler. Oui, notamment avec ce tir progressif, hein, Jacques, qui pendant 5 minutes d'effort vous fait enchaîner les tirs et les courses. Certains sont à peu près à 5 minutes au kilomètre, hein, voire même en dessous, donc parcourent plus d'1 kilomètre pendant ces 5 minutes d'effort. Donc déjà, quand vous faites que ça, c'est déjà un bel effort. Mais en plus, il faut avoir la possibilité et le pouls assez bas pour rester, comme lors d'une épreuve combinée, Jacques, capable de tirer en n'étant pas complètement oxy. Oui, tout à fait. Après, si vous voulez, nous on est toujours obligé de combattre l'image de notre pratique, puisque le mot boule est vraiment identifié tout de suite à la pétanque et à une pratique de loisir, alors qu'on retrouve la pétanque de haut niveau et le sport boule de haut niveau encore plus. C'est-à-dire que quand j'entends Brigitte Coste, qui est notre préparatrice physique, qui vient du basket de haut niveau, donc je veux dire, c'est qu'on possède, enfin notre sport possède toutes les qualités et toutes les dimensions d'un sport de haut niveau, que ce soit dans la dimension physique, dans la dimension technique, dans la dimension mentale. On n'a rien inventé de plus, mais en tout cas, on n'a rien de moins que tous les sports de haut niveau. Donc on met en avant cette dimension physique. Il ne faut quand même pas oublier qu'on est un sport d'adresse, c'est-à-dire qu'il faut à la fois aller vite sur nos épreuves de tir, mais il faut rester précis. Et pour rester précis, eh ben, il faut avoir des fondations, comme a dit Brigitte Coste, des fondations physiques importantes. Et puis, il ne faut pas que la coordination motrice, courir, lancer avec précision, elle soit détériorée par de l'acide lactique ou par un problème physique important. Mais on n'a rien inventé, on est un sport de haut niveau, donc on travaille comme des sportifs de haut niveau et on réalise des performances à la fois d'adresse, à la fois physique, qui sont des performances de haut niveau. Du coup, Jennifer, là, avec ce confinement, cette boule, vous n'avez pas pu trop la toucher ces derniers mois. Vous avez fait du travail à sec, du physique uniquement? Exactement, et je ne pouvais pas trop courir, donc j'ai fait chez moi du gainage, ben, voilà, tout ce qui est un peu travail de gamme, enfin voilà. Plein d'exercices comme ça, mais c'est sûr que ça fait 2 mois que je n'ai pas jeté une boule ou je me suis entraînée, donc ça manque un peu. Et on fait un petit peu de visualisation, comme vous êtes dans la précision. Est-ce que la visualisation, la sophrologie, ce sont des outils que vous utilisez aussi? Bien sûr, ouais, il y a de l'imagerie mentale, oui.
Donc le fait de réussir la boule avant de l'avoir jetée, bien sûr, ça j'en fais souvent et notre préparateur mental nous le conseille. Donc c'est sûr que ça aussi, ça a besoin d'entraînement en fait. Oui, j'imagine. Effectivement, vous avez dû vous imaginer quand même tirer plus d'une fois pendant votre sommeil ou la journée pendant cette période de confinement. Comment vous êtes venue au sport boule, du coup, Jennifer? C'est comme tous les boulistes. Moi, c'est par rapport à ma famille. Donc, mon père qui joue occasionnellement, mes grands-parents, ma tante, mon oncle. Donc, voilà, j'ai tenté. J'ai fait un petit peu de basket entre-temps. Mais bon, l'esprit collectif m'a pas spécialement convaincue. Mais au final, j'y suis retournée et j'y reste. D'accord. Jeunesse et féminisation, on en parlera avec le président, Jacques, mais c'est sympa d'avoir des moteurs comme ça chez les filles, où on rappelle, vous êtes la France première nation mondiale, il me semble, Jacques. Oui, on est devenu une première nation mondiale en Chine il y a 2 ans, puisqu'on a un championnat du monde tous les 2 ans. La Chine a été numéro 1 mondial jusqu'à présent. C'est assez marrant pour l'anecdote. On était dans une université en Chine, qui est l'université des boules. Donc on retrouve dans une université des terrains de pétanque, de boules lyonnaises, de rafa volo, qui est encore un autre sport de boules, mais il faudrait avoir le temps de développer. C'est vrai qu'on retrouve en Chine des universités de boules avec des professeurs de sport qui sont dédiés aux boules. Donc finalement, c'est l'Europe qui a amené le sport boule en Chine, et puis ils s'en sont emparés, comme peuvent faire les Chinois quand ils ont envie de réussir dans une activité. Ils s'en sont emparés avec toute leur qualité de discipline, de rigueur, et c'est vrai qu'ils sont relativement performants. Mais bon, on a remis les pendules à l'heure en devenant numéro 1 mondial chez les féminines, effectivement. C'est un enjeu important pour nous, le développement de la pratique féminine. Puisqu'on parlait du haut niveau, le haut niveau féminin est très jeune chez nous, dans une fédération qui a une moyenne d'âge assez élevée au niveau de ses pratiques en loisirs. Le haut niveau des féminines est très jeune, et on est devenu il y a quelque temps première nation européenne avec une équipe de 21 ans de moyenne d'âge. Donc c'était effectivement très jeune. Et ça vous a presque vieilli avec vos 25 ans, pourtant très jeune, Jennifer. En l'occurrence, et avant de vous libérer et d'accueillir le président à votre place, Jennifer, pour susciter un petit peu cette envie, en tout cas voir un petit peu ce qui vous a plu, quels ont été les ingrédients qui ont fait que vous avez adhéré après ces premières tentatives familiales, on va dire. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes resté dans cette discipline? Le fait de réussir de taper des boules, déjà, je trouve que c'est une activité où facilement, en fait, par exemple, pour les entreprises, on peut, en 1 heure, ils peuvent taper des boules, même tirer des buts. C'est très ludique, et je trouve que voilà, il y a l'esprit de la gagne aussi qui est, moi, j'ai un esprit de la gagne qui est très important. Donc, le fait de gagner, de gagner ensemble aussi en équipe. Moi, je me régale. Donc, il y a plein d'épreuves. Ça qui est fou. On peut faire du simple, de l'individuel comme du collectif. Et, En attendant que cet esprit de compétition puisse ressurgir sur le sport boule, on va vous souhaiter que l'examen pour votre concours soit réussi, alors, Jennifer. Merci en tout cas. Merci. Et puis on va accueillir pour la deuxième partie Philippe Coquet, le président de la FSSB, juste après une petite respiration. Après la présentation de cette discipline, on va évoquer la fédération et cet essor ou ce travail justement pour regagner notamment en licencié aux côtés de Philippe Coquet, le président de cette fédération FFSB. Bonjour Philippe. Bonjour.
Toujours du côté de Villeurbanne, on poursuit cette émission à distance, évidemment. Président, je parlais d'une reconquête et de ce travail en préambule de la retransmission autour de l'image de votre sport. Travailler autour de cette démocratisation, travailler sur un essor au-delà du fief historique lyonnais. Tout ceci participe aujourd'hui de votre mission pour retrouver un nombre de licenciés tel qu'il pouvait être le cas dans les années 70 ? Oui, alors effectivement, comme vous le soulignez, on a un déficit de pratiquants et de licenciés ces dernières années. Autour des 50 000, je crois, Président, en ce moment. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, nous comptons un peu plus de 45 000 licenciés. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas plus de pratiquants, puisqu'on peut dénombrer aussi à peu près 40 à 50 000 non licenciés qui pratiquent notre sport. Donc, effectivement, c'est une préoccupation majeure, comme l'ensemble des fédérations, c'est d'avoir beaucoup de licenciés. Pour une bonne et simple raison, c'est que ce sont les licenciés qui font également le budget d'une fédération. On a également un deuxième souci, et vous l'avez bien compris, par rapport à la période que nous vivons, c'est d'organiser donc la reprise de notre activité. Que vous avez qualifié de semi-liberté. Qualifié de semi-liberté, oui. Donc notre souci, c'est effectivement de préparer la rentrée sportive et également, entre guillemets, c'est de remettre les boulistes dans les jeux de boules. Donc nous travaillons actuellement sur un plan de relance accompagné d'un certain nombre d'animations et de particularités qui devraient nous permettre donc de repartir, si tout se passe bien en septembre, sur de bonnes bases, condition bien évidemment que les exigences sanitaires et le contexte puissent nous l'accorder. Donc, sans reconfinement, Président, sans reconfinement, les annulations de rendez-vous ne se prolongeraient pas au-delà de septembre et on pourrait même imaginer donc revoir des tournois, des compétitions en septembre. C'est le but. Hein. Aujourd'hui, si vous voulez, comme partout, tout est arrêté. Donc, toutes les compétitions, la saison 2019-2020 est bien évidemment arrêtée. La saison sportive est programmée pour le 26 septembre, donc la reprise de la saison sportive. Et donc, nous espérons en tout cas que cette saison sportive, cette reprise va pouvoir s'effectuer dans de bonnes conditions. Donc là, le leitmotiv, c'est de faire passer les messages, et notamment aux pratiquants, sur justement ces bonnes pratiques et faire en sorte que les clubs soient prêts en temps et en heure pour accueillir les licenciés. C'est tout à fait ça. C'est là-dessus que nous travaillons actuellement. Ce matin, j'étais en visioconférence avec le bureau fédéral où nous évoquons un certain nombre d'animations, d'actions pour justement permettre de relancer notre activité dans les meilleures conditions possibles et surtout faire revenir nos pratiquants sur les jeux de boules. Parce que il y a quelques minutes, vous évoquiez, il y avait Jennifer qui vous parlait du haut niveau. Mais il faut savoir qu'on a une pratique qui est intergénérationnelle et qui donc peut se pratiquer également sous la forme loisir. On a pour habitude de dire qu'on peut jouer de 7 à 97 ans. Donc vous pensez bien qu'on a un large public avec également des objectifs et à la fois de dimension sociale, de loisirs, de pratiques physiques, etc., qui donc font en sorte qu'on ne doit oublier personne dans cette reprise. Oui, effectivement, avec une moyenne âge, je crois, vous m'arrêtez si je me trompe, autour d'une soixantaine d'années en ce qui concerne justement ce terreau de licenciés qui sont, par le biais du bouche à oreille, encore votre meilleure promotion. Le choix marketing de passer de boule lyonnaise à sport boule pour sortir un petit peu du carcan régionaliste, il y a de ça de nombreuses années déjà, et le changement de logo en mars 2018, toutes ces choses-là, ce travail autour de l'image, ça porte ses fruits, vous sentez des résultats quand même autour de ce travail-là? Écoutez, c'est difficile de répondre. Je crois que le mot sport boule n'est pas nouveau. Hein. Quand on lit des revues au début du XXe siècle, on pouvait lire dans des revues boulistes le mot sport boule. Cela étant, ce mot générique permet justement aussi d'assimiler deux autres pratiques de boules qui sont donc adhérentes à la Fédération française,
à savoir, donc il y a la boule lyonnaise, il y a également, ce que l'a évoqué tout à l'heure le directeur technique national, la Rafavolo, qui est une pratique qui ressemble à la boule lyonnaise, qui est une origine italienne, et puis une troisième pratique qui est beaucoup plus régionale, qui est la boule bretonne, qui se pratique dans la région Bretagne. Donc, c'est ce mot générique de sport boule qui, quelque part, englobe ces trois types de pratiques. Bien évidemment, en France, c'est la boule lyonnaise qui domine, ne serait-ce que par son nombre de pratiquants, mais également par les spécificités de nos épreuves, qui sont toutes des épreuves référencées donc, à la Fédération internationale, mais également des épreuves qui sont connues et reconnues par la Confédération mondiale des sports de boule, qui nous permettent justement, qui nous a permis d'ailleurs d'être avec la pétanque candidat pour rentrer aux Jeux Olympiques de Paris. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais qui nous permet également de participer aux Jeux mondiaux, qui est donc une épreuve. L'antichambre, oui. Tout à fait. Une antichambre des Jeux Olympiques pour les épreuves, pour les sports qui sont non olympiques, et qui nous permet également de participer aux Jeux méditerranéens. Voilà. Là, dans cette quête un petit peu de reconnaissance, la Ligue 1 main, créée cette année, alors effectivement qu'il y a eu beaucoup de soucis aussi avec le Covid que l'on propose en exclusivité sur Sport en France, avait cette vocation. Jacques, est-ce qu'elle a facilité votre travail, cette Ligue 1 pour voir un petit peu tout le monde? Oui, forcément, les initiatives comme la Ligue M1 qui regroupe déjà quasiment tous les meilleurs joueurs, français, tous les joueurs de l'équipe de France réunis sur la même compétition. Un format un petit peu différent puisque on commence un petit peu le vendredi soir, mais ça se joue essentiellement le samedi, alors que nos compétitions se déroulaient sur un week-end entier. Voilà, une autre vision de la pratique de l'activité. Après, en tant que DTN, je suis un peu partagé puisque c'est une épreuve qui, chez nous, est extrêmement importante. Je l'ai dit, culturellement, socialement, et la grande majorité de nos licenciés pratiquent le jeu de boules ou la compétition en cadrette. Et c'est vrai qu'au niveau international, c'est une épreuve qui a disparu des compétitions internationales depuis quelques années. Philippe, qui est un historien, va nous dire la date exacte. Mais en tout cas, toutes les initiatives destinées à donner une image différente et à montrer vraiment ce qu'est le sport boule est positif pour un DTM, bien sûr. On a parlé de quelques-uns des enjeux, messieurs. Une dernière partie avant de vous libérer dans cette émission, le fait débat sans plus tarder. Puisqu'effectivement, dans cette volonté de mue, entre guillemets, de travail sur certains axes, Président, on a parlé de ce volet professionnalisant. La structure club et la structure formation aussi pour participer au rajeunissement. Je crois qu'on a 2000 jeunes, c'est ça, je parle sous votre contrôle aujourd'hui, parmi les licenciés. Comment ce chantier du rajeunissement, vous le mettez en pratique ? Oui, alors effectivement, une de nos grandes préoccupations, c'est justement d'encourager la pratique au niveau de notre jeunesse. Nous avons mis en place depuis un an et demi maintenant, et là c'est en train d'être monté en puissance, des actions notamment pour aider la formation de moniteurs. Aujourd'hui, on a un gros déficit de moniteurs par rapport, si on veut se comparer à d'autres fédérations. Et nous pensons que le bénévolat tel que nous l'avons connu et que nous connaissons encore, et qui a encore toutes ses valeurs, ne suffit plus. Donc c'est la raison pour laquelle nous accompagnons maintenant des formations et nous accompagnons également financièrement des aides pour qu'on ait des moniteurs, de plus en plus de moniteurs, justement. Rémunérés, du coup. Rémunérés, tout à fait. Et qui permettraient justement à la fois d'encourager la pratique du sport boule, pas simplement d'ailleurs que pour les jeunes, mais pour tous les publics, sous toutes les formes. Voilà un petit peu sur à quoi nous nous attachons. Ça nous permettra également peut-être d'encourager la création de centres de formation de jeunes boulistes qui aujourd'hui sont largement insuffisants dans notre fédération.
Alors, on a parlé d'élite tout à l'heure, Président. Vous interrogez aussi sur la volonté, j'imagine, de retrouver le sommet de la hiérarchie pour ces messieurs. Les femmes sont numéro 1 mondiale, et les hommes 3e, je crois. Aujourd'hui, il y a de la concurrence. Hein. Le sport boule n'est pas franco-français, loin de là. Il est pratiqué dans plus de 70 pays. Comment on met en place cette reconquête-là? Alors, oui, effectivement, il faut parler de reconquête, mais je pense qu'on laisserait plutôt la parole à Jacques, qui est quand même responsable du haut niveau. Bon, je dirais qu'on n'est pas très loin au niveau du classement des hommes. Hein. On flirte avec la 2e, 3e place, mais c'est vrai que la première place nous échappe depuis pas mal d'années. Cela étant, la concurrence est très vive chez les garçons. Alors, je ne vais pas faire injure aux filles, mais c'est vrai que la concurrence est encore plus vive chez les garçons. Concurrence européenne déjà, mais même américaine, hein, puisque les Américains du Sud, et notamment les Argentins, sont très performants. Et donc, effectivement, c'est très difficile, c'est de plus en plus difficile d'ailleurs chez les garçons de se faire sa place. Cela étant, je peux vous confirmer que nous sommes toujours redoutés et nous essayons d'être redoutables, mais il faut travailler de plus en plus. Et je préfère que Jacques en dise un mot, parce que c'est lui le spécialiste, c'est pas moi. Sous contrôle du président, Jacques, attention. Hein. Oui, mais le président, il parle du haut niveau, il en parle très bien, puisqu'il a été joueur de première division, donc il en parle très bien. Oui, ben et moi j'ai des explications, hein. C'est-à-dire que le sport boule est passé d'une pratique collective où on jouait à 4 contre 4, c'est-à-dire dans un pays, il fallait avoir 4 excellents joueurs pour prétendre à un titre mondial, et on est passé sur des épreuves individuelles ou en double. Aujourd'hui, au niveau des épreuves de référence, on a 4 épreuves individuelles et 2 épreuves en double. Qui favorise moins le vivier, qui valorise un petit peu moins le côté vivier. Effectivement. Dans n'importe quel pays du monde, on peut trouver un tireur de précision, un tireur de progressif, un joueur de simple ou un joueur de combiné performant qui vient lutter avec les grandes nations. On a eu un Libanais médaillé au championnat du monde de tir de précision. On a eu un Chinois également médaillé en tir de précision. Donc effectivement, beaucoup de pays sont capables de présenter 1 voire 2 joueurs de très haut niveau. Et la concurrence, le président l'a dit, elle est très rude, mais on reste toujours sur le podium mondial des nations. On détient un grand nombre de records du monde dans les épreuves à dimension physique qui sont référencés. On a une relève U18, moins de 18 ans, moins de 23 ans, qui a fait un excellent championnat du monde l'année dernière en Italie. Donc les perspectives, elles sont plutôt positives pour le haut niveau. Mais comme dans tous les sports de haut niveau, comme dans tous les sports de haut niveau, il ne faut pas s'endormir et il faut continuer à travailler, essayer d'avoir une longueur d'avance sur la concurrence pour continuer à gagner, tout simplement. Alors évidemment, on met la santé au-dessus de tout. Évidemment, Président, qu'est-ce qu'on peut souhaiter malgré tout à la FFSB sur ce 2e semestre 2020 qu'on espère un peu plus rose? Écoutez, déjà dans un premier temps, c'est de retrouver nos boulistes tous en forme, en bonne santé. Bon, c'est peut-être une palissade ce que je dis, mais c'est une évidence parce que c'est ce qui nous permettra notamment de revenir encore plus fort. Ensuite, ça n'empêche pas qu'il faut préparer cette rentrée. Il faut se tenir prêt parce qu'à un moment ou à un autre, il y aura une reprise. Bien malin peut dire encore quand est-ce qu'on pourra reprendre, mais en tout cas, il faudra se tenir prêt pour repartir de bon pied, comme toutes les autres fédérations qui ont ce souci impérieux. Voilà ce que je peux dire. Une chose est sûre, Président Jacques, l'envie sera décuplée pour tous les pratiquants, et y compris vous-même, ça, on n'en doute pas une seconde. Merci en tout cas de nous avoir accompagnés, messieurs, pour cette émission spéciale Sport Boule sur Club Sport en France. Merci à Jennifer Gomez aussi, qui nous avait fait l'amitié d'être avec nous lors de cette première partie d'émission depuis le Lyonnais. Donc, quant à nous, on se dit à la semaine prochaine avec la même équipe autour de moi, ici dans nos studios à Boulogne-Billancourt. François Caudal, grand coup de chapeau à notre réalisateur, à Julien Perronnet, notre chef d'édition, et Paul Lebray qui fait des miracles au son puisque la distance n'aide pas en ce moment. Bonne journée à toutes et à tous, de très bons moments sur Sport en France.